me réjouir d'être ici. Quand les deux ministres m'ont saisi pour me dire qu'ils voudraient venir procéder à la signature ici, et qu'après la signature, ils voudraient que je vienne saluer les différents acteurs, j'avais dit non, parce que je pressentais le piège syndical. Et je crois que l'un des intervenants l'a rappelé, de me placer directement au cœur de ces accords et de m'ériger en garant et un interlocuteur direct. J'ai été syndicaliste, je connais les méthodes. Et qu'à cela ne tienne, je voudrais d'abord féliciter l'ensemble des acteurs, commencer par les syndicats. Le syndicalisme est un droit constitutionnel, légal, organisé, de pouvoir, au nom d'une corporation, défendre des intérêts. Et l'exercice de ce droit est reconnu dans ce pays, il est respecté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour cela que des syndicats ont pu l'exercer dans la durée, sans d'autres soucis que peut-être la contrepartie de ce droit, puisque chaque droit entraîne également un droit réciproque ou alors un devoir. Féliciter ces syndicalistes parce que se battre, c'est aussi savoir s'accorder. Ça ne sert à rien de foncer vers le mur, créer des situations de non-retour qui, dans tous les cas, aboutirait à un constat d'échec pour tout le monde, tous les protagonistes, l'État certainement, les enseignants, mais surtout nos enfants à tous, qui seront les seuls perdants, en tout cas les grands perdants. Je cite également tous les médiateurs, à commencer par M. Dianté du dialogue social, pour sa présence. Il est du Serail, il connaît bien le milieu enseignant, même si ses missions actuelles sont plus larges que la simple revendication enseignante. La société civile pour son rôle constant. Nous suivons depuis très longtemps, de manière générale, les sociétés civiles, mais celles qui s'agitent dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation nationale. Il est convenable de lui délivrer une mention spéciale pour sa constance, son engagement, son désintéressement à accompagner ce processus, tous les processus qui permettent de fluidifier les relations et de bonifier notre école publique particulièrement. Les parents d'élèves que nous sommes tous, mais ceux qui ont accepté d'endosser cette responsabilité à notre nom à tous, les féliciter, les remercier au nom de tous les acteurs et particulièrement au nom du gouvernement. Le gouvernement lui-même dans son ensemble, le président de la République qui n'a cessé de poser ses débats de Conseil des ministres en Conseil des ministres, les ministres, tous les ministres, mais surtout les ministres qui sont en première ligne, monsieur le ministre de la formation professionnelle, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre de la fonction publique. Alors, monsieur le ministre de la fonction publique est réputé être très dur en négociation. Pas seulement par les enseignants, mais j'ai eu à recevoir beaucoup de secteurs avec lesquels il discute. Il est réputé être très dur, très ferme, mais je peux vous assurer que c'est un homme juste, qui n'attend même pas pour venir en Conseil des ministres et défendre des causes, insister pour la signature d'un décret qui régularise tel ou tel aspect. Il est simplement conscient de la situation, de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas un va-t-en-guerre qui essaie vaille que vaille d'envenimer les situations. Ça, je peux le témoigner pour lui. Je le remercie, je le félicite lui lui et toutes ses équipes qui n'ont cessé et il ne gère pas seulement la crise enseignante, il gère toutes les autres crises. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, lui, c'est l'exact contraire. À la limite, il pleure quand il vous appelle. Il suffit de régler tel point. Les enseignants, vraiment, aidez-moi à faire ça.
Il est tout le temps dans la... Et c'est un homme du milieu qui aime l'enseignement, en réalité, et qui veut beaucoup faire. Et je vous le confie à tous, que vous l'accompagnez dans cette volonté de faire, de réformer l'enseignement. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de réformer une bonne fois, une réforme en profondeur, parce que notre système éducatif est très malade. Au-delà des aspects que nous pouvons, qui nous réunissent ici, il y a tout un débat sur le cursus, sur le curriculum, sur les programmes, sur beaucoup de choses qu'il faut revoir, et c'est un travail de longue haleine qui nous attend tous. Je n'aurais pas beaucoup insisté d'ailleurs sur les enseignants parce qu'ils se sont autocongratulités tous. Chacun est passé pour féliciter, rendre hommage aux enseignants, donc ils l'ont fait pour eux-mêmes déjà. Mais j'ai l'habitude de rendre hommage à l'école de manière générale. L'école, il faut l'aimer pour la servir. Il faut l'aimer pour la servir. Et ce serait une très mauvaise perception de penser que les enseignants aiment forcément l'école plus que tous les autres. Ne le pensez pas. Nous aimons l'école, toutes les écoles, mais particulièrement l'école publique, que je qualifie toujours d'école de l'égalité des chances. La plupart d'entre nous, peut-être tous même, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a eu une école publique. Au fin fond du Sénégal, dans tous les coins et recoins, c'est ça qui nous a permis de performer, d'être là où nous sommes, et quelquefois de rattraper les écarts de la nature, ce que j'appelle les écarts de la nature, face à des enfants plus nantis peut-être, matériellement, mais qui aujourd'hui, pour lesquels nous ne trouvons rien à envier par rapport à l'aboutissement d'une carrière, d'un cursus. Cette école publique, elle est importante. Et je puis vous assurer que nous l'aimons et nous en comprenons les défis. Si aujourd'hui nous aboutissions à une année blanche, moi qui vous parle, j'ai des personnes, des enfants qui auront suivi l'année blanche en même temps que tous les autres enfants du Sénégal. C'est une option d'avoir choisi l'école publique. Ils n'ont pas de problème de pouvoir amener nos familles dans d'autres écoles. Donc vous ne pouvez pas confier vos enfants à une institution et s'aborder cette institution. Ne serait-ce que par amour filial, ce n'est pas possible. Et je voudrais que les enseignants le comprennent. Nous sommes engagés, tous ici, avec vous, dans un processus de réforme en profondeur. Et je peux vous assurer que nous ne vous refuserons rien qui soit possible. Nous ne vous refuserons rien qui soit possible. Dans cette phrase, il y a deux aspects importants. Donner, mais avoir la capacité de donner. Nous disons la même chose, sauf qu'il y a deux aspects qui ne sont pas suffisamment intégrés quelquefois. C'est le contexte et c'est le tempo. Si on ne les intègre pas suffisamment, on tombe dans un dialogue de sourds. Parce que l'État que nous représentons aujourd'hui a l'obligation d'écouter et d'essayer de comprendre toutes les préoccupations que vous soulevez, que nous n'ignorons pas en réalité. Je ne pense pas qu'il y ait une seule préoccupation que nous ignorons bien avant même d'être aujourd'hui là où nous sommes. Donc cet État a l'obligation d'écouter. Mais d'écouter qui? D'écouter les enseignants, d'écouter le secteur de la santé, d'écouter les greffiers, d'écouter les transporteurs, d'écouter les agriculteurs. L'État a cette obligation d'écouter. Mais nos vis-à-vis ou nos partenaires, parce que je préfère ce terme, ont également l'obligation de nous écouter et de nous comprendre. De nous écouter et de nous comprendre. Or, quelquefois, nous avons l'impression qu'il y a un biais dans cette écoute.
Écouter l'autre, c'est l'écouter dans son contexte global, dans son environnement. Et non pas par rapport uniquement à un secteur que je considère être le mien. C'est extrêmement important. Ce pays, nous le partageons tous. Il ne m'appartient pas, je n'ai pas plus de droits que qui que ce soit. Mais quelle est la situation du pays? Il est important que tous ensemble, et de manière transparente, que nous puissions mettre tout sur la table. Que chacun puisse savoir quelle situation le pays traverse, quelles sont les capacités réelles, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire dans 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire dans 10 ans. Et qu'on puisse s'inscrire dans cette trajectoire. Je l'ai dit l'autre jour, je le répète, je ne pense pas que les travailleurs de manière générale et les enseignants en particulier puissent trouver de meilleurs alliés que nous. Je ne le pense pas. Le cas où beaucoup d'intervenants ont soulevé la question du respect des accords. Voilà un des problèmes fondamentaux. Respecter les accords suppose que chaque partie s'engage par rapport à ses capacités réelles. Mais à chaque fois qu'il y a eu, j'allais dire, confrontation, pour sortir d'une situation, certains acteurs, et souvent l'État, s'est engagé à des choses en disant « trouvons juste une solution pour sortir de cette situation, sauver l'année », en sachant très bien qu'il n'a pas les capacités de respecter ses accords, ses engagements. Et ça, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, et c'est pourquoi je peux vous garantir que ce qui a été signé ici sera respecté parce que nous nous sommes limités. Nous nous sommes limités à dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On vous a dit peut-être que ce sera possible, mais à tel délai. Et on le fera comme ça avec tous les secteurs. Ce sera un langage de vérité.